Aujourd'hui, 90% des achats sont influencés par le digital. C'est juste énorme. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Agora par Auréa, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font le digital commerce. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Crucifix, qui est responsable du développement digital pour les clients de la marque Torque. Bonjour Stéphane, comment vas-tu ? Bonjour Cédric, je vais très bien. Ouais. Merci pour l'invitation et vraiment enchanté de me joindre à toi pour ce superbe podcast. Ah bah écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Nous, ce qu'on aime bien faire chez Agora, c'est poser des questions sans tabou, sans filtre, que ce soit une conversation, voilà, qu'on soit bien. Et du coup, moi, j'ai plein de questions pour notamment aider nos auditeurs en fait, à comprendre comment Torque, donc, qui est le leader mondial des solutions d'hygiène pour les professionnels, mise sur l'omnicanalité comme un levier de croissance. Donc, c'est ce thème qu'on a choisi ensemble pour ta venue aujourd'hui. Et du coup, moi, la première question que j'ai pour toi, au-delà du comment ça va, c'est qu'est-ce que c'est l'omnicanalité ? Parce que tout le monde a une définition de l'omnicanalité. Alors, pour toi, Stéphane, ou pour Torque, qu'est-ce que c'est l'omnicanalité ? C'est vrai qu'on a plusieurs définitions qui sont disponibles. Maintenant, j'en ai noté une qui est celle de Torque, et qui est de dire que, pour nous en tout cas, l'omnicanalité, ça va être d'intégrer dans sa stratégie tous les canaux qu'un client final peut avoir et de lui proposer un parcours d'achat consistant selon qu'il se trouve sur une plateforme traditionnelle ou digitale. Ok, donc si je résume avec mes propres mots, l'omnicanalité, c'est pas le magasin et le monde en ligne, c'est l'ensemble des points de contact qui soient de tout type, sur lesquels vous allez, Torque, toucher vos consommateurs. C'est correct ? C'est tout à fait correct. Et quand tu mentionnes les mots, en tout cas point de contact, c'est tout à fait juste. On va avoir des points de contact qui vont être offline et des points de contact qui vont être online. Alors, qu'est-ce que tu fais chez Torque quand tu dis que tu es responsable du développement digital pour les clients Torque ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est également une il faut expliquer son métier, Stéphane. C'est comme ça. Alors, mon rôle, en tout cas, ça va être d'accompagner nos partenaires distributeurs dans le développement de leur stratégie digitale. Alors, juste pour te donner un petit exemple, on a des partenaires distributeurs qui sont de maturité digitale qui vont être différents. Certains vont être au tout début de leur transformation digitale et d'autres vont être très avancés. On va avoir des pure players. Un autre exemple, dans le cas d'un partenaire qui débute, on va travailler sur une stratégie de contenu, lui fournir les bons packshots, les bons visuels à mettre en avant sur son site internet pour pouvoir justement optimiser le parcours d'achat d'un client final. Sur des clients qui sont plus avancés, vraiment très matures digitalement, là on va plus travailler sur des campagnes type campagne média ou alors des campagnes d'A/B testing. On va justement aller tester certaines promotions, certains contenus pour savoir quels sont ceux qui performent le mieux. Ok. Et du coup, ça veut dire que toi, ta mission, c'est d'aider vos partenaires distributeurs en fait, à bien performer sur le digital. Tu parlais de stratégie, mais j'entends aussi mise en œuvre, beaucoup d'opérations. Donc, tu es là pour aider vos partenaires distributeurs à développer leur chiffre d'affaires digital, c'est ça ? Exactement, c'est tout à fait ça. Et l'idée, ça va être de mettre en place des plans d'activation digitale sur une année complète. Savoir quels produits on va aller mettre en avant, à quelle période de l'année et sur quel canal. Est-ce qu'on va plutôt mettre ce produit, par exemple, en avant sur leur site e-commerce ? Est-ce qu'on va le faire via des campagnes d'email marketing ? Est-ce qu'on va le faire via des campagnes, par exemple, Google Ads ? L'idée, c'est vraiment qu'on arrive à performer au mieux sur l'ensemble des produits Torque. Et tu parlais de partenaires distributeurs, juste pour que ce soit clair pour les auditeurs qui nous écoutent. Tu peux en donner quelques exemples, juste pour qu'on sache c'est quoi ? C'est des Carrefour Alors, Carrefour, on va plus être sur la partie B2C, alors que là, on travaille vraiment dans un univers qui est B2B. Alors, je prends mon stylo, vas-y. Non, mais on travaille avec énormément d'acteurs différents dans le monde du B2B. Alors, comme je le disais, on travaille avec des différents types de partenaires. On a ceux qui sont des généralistes, qui vont être spécialistes de l'hygiène. Ceux-ci vont travailler sur différents secteurs d'activité. Et on va en avoir d'autres qui vont être des partenaires distributeurs qui vont être spécialistes. Ils vont travailler spécifiquement sur le segment de la restauration ou alors de la fourniture de bureau. Alors
Je peux donner quelques noms, par exemple. Juste pour que nos auditeurs se rendent compte, tu fais pas la promotion de certains. Oui, bien sûr. Dans ce cas-là, je vais en mentionner beaucoup. Ok, très bien. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, mais je pense notamment à la fourniture de bureaux. Donc, secteur d'activité sur lequel on va travailler notamment avec l'IRECO. On va travailler avec le groupe Raja. Donc, Raja qui va comprendre JPG, Bernard, Viking. On va travailler avec Bruno également. On va travailler avec Fiducial. Donc, énormément de partenaires. D'accord, donc ça c'est un exemple spécialisé sur la fourniture de bureaux. Tout à fait. Donc spécialiste du secteur. Et sur des spécialistes de l'hygiène, On va notamment travailler avec un PLG ou alors avec un Edis. Et dans ce cas-là, autant aller un petit peu plus loin. Et on va également mentionner le secteur d'activité qui est lié à la restauration. Là, on va vraiment travailler avec des gros acteurs aussi, notamment je pense à Transgourmet, je pense à Pomona ou je pense à Pro à Pro. Ok, très clair. On parle de Torc on parle d'omnicanalité depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent ce que vous vendez chez Torc comme produit ? Alors pour faire simple, chez Torc, on vend des produits et des solutions d'hygiène. Alors comme on l'a dit, on les vend à destination des professionnels. Et pour aller un petit peu plus dans le détail, alors on va vendre des produits d'hygiène à destination des sanitaires. Là, on va penser aux essuie-mains, on va penser au savon, on va penser au papier toilette. On vend également tout ce qui est produits d'hygiène qui sont liés à l'essuyage. On pense notamment au chiffon. Donc là, on est plus dans le secteur industriel. Et on pense également à tout ce qui est art de la table. Et là, on pense aux serviettes dans le secteur de la restauration. Ok. Et Torc, vous êtes quoi ? Vous êtes une petite PME ? On est une petite PME de environ 40 000 employés au niveau mondial. C'est ça, donc, c'est bien ce qui me semble. Donc, leader mondial, du coup, de l'hygiène. Tout à fait, leader mondial de l'hygiène. Professionnel. Et en France, vous êtes combien, à peu près ? Bonne question. Je pense qu'on est aux alentours des 2000, 3000, je ne suis pas sûr. Moi, je voulais te poser une question sur le digital commerce, donc là, vraiment sur la partie digital business. Est-ce que c'est important dans le business de Torc aujourd'hui ? Ça représente quoi un petit peu ? Est-ce que tu peux nous donner des chiffres ? Première question intéressante, en effet. Alors moi j'aime bien commencer par des chiffres. J'aime bien être factuel. Et aujourd'hui, il y a des études qui expliquent qu'aujourd'hui, 90% des achats sont influencés par le digital. C'est juste énorme. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si l'acte d'achat il va se faire offline, ça peut être sur un catalogue, via un distributeur, et ben quoi qu'il en soit, il aura été influencé par le digital au préalable. Alors, c'est un premier point. Je peux également ajouter un deuxième point, qui est qu'aujourd'hui, on le voit avec les nouvelles générations, et notamment la génération Z, qui est née avec le digital, et qui aujourd'hui commence à avoir des postes décisionnaires. Donc clairement, le digital, c'est un enjeu majeur pour tous, et encore plus particulièrement pour Torc. Alors, moi, je veux qu'on parle de votre stratégie digital commerce. Nous, c'est ce qui nous anime chez Auréa. Nous, ce qu'on fait au quotidien, c'est on aide des marques à digitaliser leurs revenus. C'est comme ça qu'on a créé Auréa, et c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc, on aide des marques à augmenter leur part de revenus digitaux, soit direct, soit indirect. Donc, moi, ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes une marque qui s'adresse à des B2B, à des professionnels. Exact. À des professionnels. Principalement sur le produit, on verra peut-être tout à l'heure les services que vous proposez également, mais donc avec des produits d'hygiène professionnelle. Aujourd'hui, du coup, parmi tout le champ des possibles, des canaux de vente, comment ça s'orchestre un petit peu sur la partie digitale ? Alors, je dirais qu'en tout cas, on peut commencer par dire que le modèle économique qu'on a, au final, il ne change pas. Dans le sens, on va continuer à produire les produits nous-mêmes dans nos usines, et on va continuer à passer par des partenaires qui vont distribuer nos produits. Ça, c'est un point. Ensuite, ce qui va évoluer, c'est la relation qu'on va entretenir avec nos distributeurs. Parce qu'on le sait, on a certains qui vont avoir une maturité digitale qui va être avancée, d'autres qui vont être beaucoup moins avancés au niveau digital. Et là, mon rôle et le travail de Torc, c'est vraiment d'accompagner nos partenaires dans le développement de leur stratégie digitale. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour donner quelques exemples, on va avoir un partenaire qui, lui, se lance dans le digital. Il va lancer un site internet qui est e-commerce ou pas e-commerce. Là, la stratégie, ça va être de commencer à travailler par le contenu, parce que le contenu, c'est la base. Maintenant, de l'autre côté, on va avoir des partenaires qui sont vraiment des pure players, qui sont beaucoup plus avancés digitalement. Et là, on va travailler sur des campagnes type plus communication et médias. On va investir dans des mots-clés, par exemple.
On va travailler sur des campagnes d'A/B testing. Et donc, on va avoir un accompagnement qui va être complètement adapté à la maturité du partenaire. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tes clients distributeurs ou partenaires, comme tu les appelles, tu vas avoir des spécialistes, des pure players. Tu vas avoir des VP6 qui se sont transformés. Tu vas avoir des enseignes spécialisées avec des stratégies digitales, en tout cas une présence digitale, une maturité plus ou moins forte. Ça, comment vous le déterminez et vous le faites quoi? Vous le faites au doigt mouillé un petit peu et vous, j'imagine que non, je sens que non. Mais comment ça se passe justement pour définir ce que vous faites chez les uns ou chez les autres? Écoute, c'est une très bonne question. On a mis en place un process. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais l'idée, ça va être d'identifier nos partenaires en fonction de différents critères. Par exemple, quelles sont leurs capacités techniques? Est-ce qu'ils génèrent du trafic sur leur site Internet? Est-ce qu'ils sont capables de mettre en place des pages de détail produits qui vont être intéressantes? Quelles sont leurs ambitions digitales? Et quel est leur engagement auprès de la marque Torc? Une fois qu'on a récolté, on va dire, toutes ces informations, on va être capable de les placer dans une matrice. Et là, on va identifier ceux qui vraiment en sont au début de leur développement, en tout cas de leur transformation digitale. On va avoir également dans un second groupe ceux qui commencent et qui sont un peu plus avancés. Et enfin, on va avoir les experts, ceux qui sont vraiment les pure players. Et en fonction de leur place dans notre matrice, eh bien, on va avoir une personnalisation, un programme d'accompagnement qui va être adapté. Donc, c'est-à-dire que Torc, pour ses différents clients, va avoir des modes d'accompagnement qui vont être différents selon la maturité digitale, c'est ça? C'est exactement ça. Ok, et ça, vous l'avez mis en place quand? C'est récent ou ça fait déjà quelques années? Alors en tout cas sur la France, parce que moi je m'intéresse plus à la France, je travaille sur le marché français, on l'a mis en place maintenant il y a environ 2-3 ans. Ok. Voilà, et je sais qu'au niveau européen, ça a été fait un petit peu plus tôt. Et là, on a prévu de continuer sur ce type de matrice, en tout cas ce type de stratégie, sur les autres pays que sont l'Espagne et l'Italie. D'accord. Et du coup, il y a des partages de bonnes pratiques entre pays pour adresser ce type de sujet, parce que j'imagine que vous n'êtes pas les seuls entre la France et les autres et les voisins européens. Ouais, exactement. Alors ça, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on a des équipes customer marketing, on a des équipes digitales en Europe, mais également dans les pays nordiques et également aux États-Unis. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir communiquer sur ce qu'on fait, déterminer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et déterminer les best practices. Alors ça, on le fait en interne, mais pas que. On a parfois des collaborations avec d'autres grandes marques, alors que je nommerai pas, mais avec qui on va rencontrer donc les équipes digitales et déterminer quelles sont les problématiques qu'on rencontre. Et là, en tout cas, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on rencontre des problématiques très similaires. Qu'on soit dans le domaine de l'hygiène, dans la fourniture de bureaux, on va avoir des contraintes, des problématiques très similaires. Et on va échanger nos best practices. Très intéressant. Si on prend un peu de hauteur et on doit résumer la stratégie digitale de Torc, ça donne quoi? C'est une bonne question parce qu'en fait, moi, je pense qu'on peut résumer en tout cas notre stratégie en 4 axes. Alors, 4 axes, c'est parti. 4 axes, voilà. On essaie d'être simple et on essaie d'être très factuel. Alors, le premier axe, on a déjà parlé, c'est ce qu'on appelle chez nous, on a un terme vraiment spécifique, on appelle la shoppability. Donc, la shoppability, c'est la stratégie de contenu. Donc, on l'a dit, c'est tout ce qui est lié aux images, tout ce qui est lié aux vidéos, aux titres, aux descriptions. Et après, c'est comment on le met à disposition de nos partenaires distributeurs. Donc, on a parlé de Salsify. Ça, c'est le point numéro 1. Le deuxième axe, c'est ce qu'on a fait chez nous, la findability. Ça va être le placement du produit. Comment le client va retrouver le produit Torc sur un site e-commerce. Donc là, on passe par la taxonomie, donc les menus de navigation, mais également par le search. Donc, hyper important d'être efficace sur ces deux canaux. Okay. Le point numéro 3, c'est la visibilité. C'est comment apporter de la visibilité à la marque et comment on va le faire à travers nos partenaires distributeurs via des communications qui vont être de type bannière sur la homepage, via des campagnes d'email marketing ou encore via des campagnes type Google Ads. Et le dernier point, qu'on appelle chez nous la trackability, parce qu'au final, mettre en place un plan d'activation, il n'a de sens que si on est capable de mesurer la performance de nos activations. Voilà, donc vraiment 4 points. Shoppability, findability, visibility et trackability. Très intéressant. Moi, j'aime bien les frameworks qui sont clairs comme ça, c'est lisible. Ok, non, mais ça, c'est un bon framework à garder en tête pour les marques qui nous écoutent. Ça permet de structurer les idées, structurer les actions.
Et après, il y a plein de tiroirs sur chacun des axes. Du coup, en termes de stratégie ou d'action digital commerce, est-ce qu'il y en a une dont tu es fier, dont tu as envie de nous parler, un choix un peu audacieux que vous avez fait à un moment en disant allez, ça, lui, il est peut-être pas très mature, ce distributeur, mais on va quand même le pousser, ou bien lui, au contraire, il est très mature, mais il nous gonfle et donc on va pas y aller. Est-ce qu'il y a des choses, un truc que tu veux partager avec Oui, alors, des choix audacieux, il y en a pas mal, hein. Il y en a plusieurs. Alors, si je devais en citer, je sais pas, je dirais peut-être un ou deux. Alors, je dirais que le premier, il est lié à la mise en place d'une solution qu'on appelle chez nous le buy button. Alors, on entend plus parler du click to buy ou alors de la solution où acheter. L'idée, c'est de mettre en relation donc les produits sur le site internet de torque.fr, donc notre site, avec les sites internet e-commerce de nos partenaires. Du coup, ça permet en fait d'optimiser le parcours d'achat du client final. Le client, il vient sur le site de Torque, il est intéressé par un produit, on le transfère sur le site de notre partenaire. Alors, solution hyper sympa, hyper user-friendly. Ça, c'est pas très audacieux, Stéphane, ça. Non, mais parce que j'ai pas terminé. Non, mais... Vas-y, je te laisse finir. Non, mais alors, pourquoi le choix, en fait, il est audacieux et pourquoi il est intéressant? Parce que le fait d'avoir mis en place cette solution, ça a permis de créer cet échange de data, dans le sens où nous, on renvoie des prospects ou alors des utilisateurs vers le site de nos partenaires, et en échange, on va savoir si on a de la conversion ou pas derrière. Alors pourquoi ça a été un peu audacieux? Parce qu'il y a encore, je sais pas, 4 ou 5 années, il était très difficile d'obtenir les datas de la part de nos partenaires. Pourquoi? Information confidentielle, on ne partage pas forcément ni même avec nos fournisseurs ou avec nos clients. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le fait d'avoir mis cette solution en place, d'apporter du trafic à nos partenaires, on a contribué à une solution qui est win-win, et aujourd'hui, ils nous partagent leurs data de vente. Alors ça, c'est très intéressant que tu parles de ça parce que moi, précédemment, je travaillais chez Carrefour. Ensuite, j'ai travaillé j'ai accompagné des marques à se développer sur Amazon. Donc, j'ai vu différents modèles de distribution et j'ai vu évoluer les relations entre les marques / fournisseurs et les distributeurs avec des modèles où le distributeur fait tout, du référencement produit jusqu'à la création de contenu, jusqu'à l'administration des ventes. Et donc vraiment manage service, on pourrait dire, et des modèles comme Amazon où les marques sont livrées elles-mêmes et doivent faire tout le travail de référencement. Alors Stéphane, moi je voulais aborder un sujet qui m'est cher en tant qu'agence qui accompagne des e-commerçants, c'est le sujet du contenu. Parce que sans bon contenu, il n'y a pas d'e-commerce. Tu peux avoir le meilleur trafic du monde, si tu n'as pas de bon contenu, ça ne convertit pas. Et du coup, ma question, c'est comment est-ce que chez Torque, avec tous tes distributeurs à la maturité différente, comment est-ce que tu fais pour t'assurer que tu as un contenu de qualité à grande échelle? Écoute, c'est une bonne question et c'est un sujet qui m'intéresse, qui me passionne. Je travaille beaucoup sur la partie contenu, en tout cas chez Torque. Et l'idée, en tout cas, c'est de notre côté de travailler sur un contenu qui va être optimisé. Alors, quand on dit optimisé, c'est vraiment un contenu qui va permettre à la fois d'offrir le meilleur parcours omnicanal à nos clients, et c'est surtout un contenu qui va permettre de convertir. Parce qu'un contenu, s'il ne convertit pas, il ne sert pas à grand-chose. Donc, contenu, c'est vidéo, photo, texte? Alors, on pense notamment à tout ce qui est visuel, donc images, donc les packshots. Ouais. On pense aux images principales, les images secondaires. On pense également, comme tu l'as dit, à tout ce qui est vidéo. Et après, on va avoir toute la partie textuelle, avec tout ce qui est titre, description et également bullet point. Ok. Et ça, du coup, comment vous faites pour que ce soit, pour que l'expérience de la marque Torque, elle soit au niveau de là où tu l'attends, chez tes partenaires distrib? T'as mis quoi en place? Alors, on a des process spécifiques qui sont en place pour déterminer quel est le contenu en fait qui va performer le mieux. Alors concrètement, comment on fait ça? On va passer par des campagnes d'A/B testing. Alors, on va tester sur les sites internet de certains de nos partenaires. On va également travailler avec des études. On va également travailler avec des tests en interne. Mais l'idée, par exemple, ça va être de comparer les performances de plusieurs images différentes, plusieurs titres différents via des campagnes d'A/B testing. Là, on est capable de déterminer ce qui performe le mieux. Une fois qu'on a déterminé le meilleur contenu possible, le plus optimisé, c'est là qu'on va le partager avec l'ensemble de nos partenaires distributeurs. C'est la première fois que j'entends, je te le dis, qu'une marque fait des campagnes d'A/B testing chez ses distributeurs
pour optimiser son contenu. Moi, je trouve ça extrêmement malin et extrêmement judicieux. Du coup, ça veut dire que tu mènes des campagnes d'A/B testing chez des distributeurs où tu fais switcher, tu fais changer ton contenu pour voir lequel performe le mieux. C'est exactement ça. Alors, pour être complètement transparent, on ne le fait pas encore avec l'ensemble de nos distributeurs, mais on en a quelques-uns avec qui on le fait régulièrement. Je pense notamment, non, je ne donne pas de nom, mais avec qui on le fait régulièrement. On a failli avoir un nom. Et on a failli avoir un nom, exactement. Non. Mais oui, c'est une pratique qui est de plus en plus courante. Et après, l'idée à terme, ce serait vraiment de pouvoir le faire chez l'ensemble de nos partenaires, parce qu'on sait que la clientèle peut être différente. Et donc, un contenu qui performe chez un ne va pas forcément performer de la même façon chez un autre. Et du coup, comment tu fais, parce que j'imagine que c'est pas toi ou tes équipes qui vont aller mettre à jour le contenu sur chacun des sites des distributeurs. Aujourd'hui, on voit que tout le monde n'est pas très mature. Concrètement, comment est-ce que vous faites pour que le contenu il soit déployé sur l'ensemble des plateformes? Vous avez un PIM, un DAM, vous avez quelqu'un qui regarde les sites tous les jours. Concrètement, c'est quoi comment vous faites? Ah, bonne question. La secret sauce, non? Non, c'est intéressant parce que là, en fait, j'ai 2 éléments de réponse. Alors, le premier, il va concerner le partage de contenu, surtout le partage de contenu à grande échelle. Parce qu'une fois qu'on a le bon contenu, c'est se dire, voilà, comment on va le partager à l'ensemble de nos partenaires. Et là, on a décidé de travailler avec un outil qui s'appelle Salsify. Donc, concrètement, Salsify, ça va être notre catalogue produit en ligne. Donc, on y accède en libre service, pas besoin de login, donc hyper pratique pour l'ensemble de nos partenaires. On va retrouver l'ensemble de nos références, et pour chaque référence, on va avoir toutes les images qui vont être disponibles, on va avoir toutes les vidéos, tous les titres, toutes les descriptions qui vont être disponibles au téléchargement. Après, ce que je peux ajouter, c'est qu'en termes de partage de contenu, en tout cas, on va avoir le libre service. Le partenaire, il va sur Salsify, il choisit les produits qui l'intéressent, il les télécharge, tout fonctionne bien. Maintenant, on a des partenaires avec lesquels on travaille qui référencent des centaines de produits Torque. Et là, le faire manuellement un par un, ça prend beaucoup de temps. Donc, on propose des méthodes de partage type Channel FTP ou alors type EDI qui permettent justement de faciliter l'échange. C'est le premier point de réponse. Après, j'enchaîne. Il y en avait un deuxième, j'en avais un deuxième également. Parce que, alors, une fois qu'on a partagé ce contenu avec nos partenaires distributeurs, quelle est l'idée derrière? C'est de savoir si effectivement ils l'utilisent correctement. Nous, manuellement, on ne peut pas aller sur le site de chacun de nos partenaires distributeurs et lister les produits un par un et vérifier que toutes les images soient bonnes, que toutes les vidéos soient bonnes. C'est pour ça qu'on a investi dans un outil qui s'appelle Profitero et qui va faire du scrapping. Donc, qui va aller consulter tous les produits Torque qui sont disponibles sur Internet et voir si les fiches produits correspondent à nos contenus. Ok. Donc, un DAM accessible à l'externe, ouvert à tous, et ensuite un outil de scrapping pour voir comment vous positionnez chez les distributeurs. C'est deux conseils, je trouve, très actionnables pour les marques qui nous écoutent, qui ont ces enjeux-là. Et également, moi, ce que je vois, c'est que avec cette logique d'avoir un DAM qui est à disposition, qui est ouvert, en fait, tu facilites la vie aussi des distributeurs parce que tout le monde n'est pas full automatisé. Et du coup, tu as un vrai enjeu aussi de simplifier la vie parce que vous n'êtes pas la seule marque qui va être distribuée sur des sites. Et donc, les marques qui mettront à disposition, et ça, c'est une conviction forte, le contenu de manière facile, de manière simple pour les distributeurs, ça facilite le travail. Et donc, vous avez plus de chances que ce soit bien mis en ligne. Ouais, c'est exactement ça. Après, on peut éventuellement parler des challenges. Enfin, je rebondis un petit peu dessus. Vas-y. Parce que... alors, en effet, la façon dont on met le contenu à disposition de nos partenaires, il est hyper simple. Par contre, dès qu'on parle de contenu de masse, l'idée, c'est vraiment de mettre en place des channels type FTP pour pouvoir faire de l'upload massif. Et le problème, c'est que tous nos partenaires n'ont pas encore les capacités techniques de le faire. Donc, pour certains partenaires qui référencent 100 ou 200 de nos produits, eh bien, l'upload, il va se faire manuellement. Ça va prendre énormément de temps. Et ça, c'est vraiment une contrainte qu'on a aujourd'hui. Ouais. Je vois très bien ce dont tu parles. Et ça demande vraiment beaucoup de ressources, à la fois du côté partenaire, mais également de notre côté pour identifier quels sont les contenus optimisés, comment les optimiser. C'est lourd. C'est lourd.
pense qu'on a dit pas mal de choses sur la partie contenu. Sur la partie contenu, on pourra continuer plus tard. Moi, je voulais parler d'un autre sujet dont on n'a pas encore parlé. On a parlé beaucoup des produits Torc, mais on n'a pas parlé de service. Et aujourd'hui, je voulais savoir quelle était la place du service en fait, dans ton offre, dans l'offre de Torc. Alors, c'est un petit peu ce qu'on a dit précédemment, mais en termes de service, en tout cas, de mon côté, sur la partie digitale, le service qu'on va offrir aux partenaires distributeurs, c'est notre accompagnement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à disposition notre expertise digitale pour développer leur stratégie omnicanale. Ça, c'est un point. Donc ça, c'est une forme de service. Mais après, pour de service, si on va plus loin, on tire le fil et on parle de service pour les consommateurs finaux, professionnels. Aujourd'hui, est-ce que vous vendez que des produits ou est-ce que vous avez aussi une stratégie qui consiste à mettre en avant des services, hein. Quand on voit les études de la FEVAD, on voit qu'aujourd'hui, le service tire beaucoup la croissance de l'e-commerce, pas que l'e-commerce produit, hein. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez misé sur une stratégie servicielle ? Oui, bien sûr, on en a. Alors, je peux en mentionner déjà un qui est Torc Paper Circle. Alors, l'idée à travers Torc Paper Circle, ça va être de en fait, collecter les essuie-mains qui vont être usagés. Donc, concrètement, comment ça va se passer ? Par exemple, dans les bureaux, les salariés vont utiliser un essuie-main, ils vont les jeter dans une poubelle séparée. Et ce qui va se passer derrière, c'est qu'on va avoir un partenaire qui va venir collecter ces essuie-mains, qui vont les rapporter dans l'usine Essity, ou en tout cas Torc, la plus proche. Et là, ils vont être recyclés. Et du coup, la boucle, elle va être bouclée. OK. Et je crois, Stéphane, que tu m'avais parlé d'un deuxième service au-delà de Torc Paper Circle. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Alors, le deuxième service qu'on met à disposition de nos partenaires, là, pour le coup, c'est une solution qui est beaucoup plus digitale. On l'appelle Torc Vision Nettoyage. Et c'est une solution digitale, en fait, qui permet d'optimiser l'efficacité et les ressources grâce à la donnée. Alors, concrètement, comment ça fonctionne ? On va avoir des distributeurs d'essuie-mains ou alors des distributeurs de papier toilette qui vont être connectés en Wi-Fi, donc hyper moderne. Et grâce à ça, on va être capable de connaître en temps réel l'état des stocks de chacun des distributeurs et on va pouvoir identifier quels sont les distributeurs qu'il faut recharger, quand et où, de la façon la plus efficace. Ok, ouais, là c'est assez avancé là du coup. C'est quand même assez avancé parce que quelque part on répond réellement aux besoins de nos clients parce que quand on a le personnel de nettoyage qui au final est obligé de faire tous les sanitaires pour savoir quels sont ceux qu'il faut remplacer, quels sont ceux qu'il faut recharger. Là, juste via la donnée, via un écran, il va savoir à quel étage aller, dans quel sanitaire aller et où faire le rechargement. Donc, pas de perte de temps. On est vraiment sur de l'efficacité. Ok, intéressant comme service. Tu parlais sur Torc Paper Circle, tu parlais de recyclage. Moi, ça appelle une question plus large qui m'intéresse, qui est aujourd'hui sur la partie RSE, sur la partie développement durable. Comment est-ce que vous avez intégré cette dimension en fait, dans vos actions digitales ? Alors déjà, la durabilité, c'est clairement un enjeu qui est stratégique chez Torc. Et pour preuve, on a des équipes en place qui sont vraiment dédiées à la partie environnementale. Ça, c'est un point. On le voit également avec l'extension de nos gammes de produits. Là, je peux donner quelques exemples. On a une partie de nos essuie-mains qu'on appelle NCF. En anglais, c'est Natural Color Fiber. En fait, c'est des produits qui vont être en couleur naturelle. Pourquoi ils sont en couleur naturelle ? Parce qu'ils ont été fabriqués à partir de cartons recyclés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire pas d'encre ajoutée, pas de colorant ajouté. Donc, on reste vraiment dans cette optique de durabilité. Après, sur la partie un peu plus digitale, moi, en tout cas, de mon côté, qui travaille beaucoup plus sur la partie customer marketing, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on fait de plus en plus, c'est répondre aussi aux besoins de nos partenaires distributeurs. On le voit aujourd'hui, c'est un enjeu majeur, la durabilité, et nos partenaires mettent de plus en plus en place sur leur site e-commerce des catégories spécifiques aux produits environnementaux. Et pour les aider, on va venir les accompagner en leur apportant une offre de produits développement durable. D'accord, donc chez les distributeurs, il y a des sections qui mettent en avant du coup les produits qui sont plus durables ? C'est ça, exactement. Alors, on va avoir des sections qui vont mettre en avant ce type de produits et on va également avoir des campagnes spécifiques sur une semaine, sur un mois ou par exemple sur un trimestre qui vont mettre en avant seulement les produits les plus durables. Ok,
Intéressant. Donc, très actif sur le sujet, des deux côtés, côté Torque et côté distributeur. Ouais, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un prochain podcast, plus avec nos équipes sur la durabilité. Je note la proposition. Le prochain sujet que je voulais aborder avec toi, c'était l'IA. Alors, est-ce que l'IA est complètement responsable? On pourrait en débattre aussi lors d'un podcast. Mais l'IA est sur toutes les langues aujourd'hui. On voit que c'est en train de transformer des business models, des manières de travailler, des industries entières. Aujourd'hui, concrètement, sans langue de bois, Stéphane, comment est-ce que Torque intègre l'IA dans ses process ou dans sa manière de fonctionner ou ton service? Comment est-ce que vous parlez d'IA? Comment ça se passe? Oui, alors l'IA, c'est un sujet passionnant déjà, hein, et c'est clairement un enjeu majeur. Alors moi, je me renseigne tous les jours, hein. J'étais encore sur un article DeepSeek tout à l'heure, hyper intéressant. J'avais vraiment envie de voir ce que ça va donner dans les mois qui viennent d'ailleurs. Mais alors Torque l'intègre. On a de plus en plus de formations au sein des différentes équipes, hein, que ce soit sur les équipes marketing, commercial, controlling, customer service. Tout le monde est formé à l'IA aujourd'hui chez Torque. Ok. On a des outils qui commencent à être déployés auprès de tous nos collaborateurs. Et là, je pense notamment à Copilot, donc, qui commence à être de plus en plus utilisé. Je pourrais te dire également que même si on ne le fait pas encore, certains de nos partenaires avec qui on travaille énormément le font de plus en plus. Et moi, je le vois notamment sur la partie création de contenu. Ouais, j'allais te demander justement des cas d'usage métiers que tu utilises. Donc toi, création de contenu, vous utilisez de l'IA? Nous, pas directement, mais on sait que certains de nos partenaires retravaillent une partie des contenus pour les mettre en avant sur leur site internet. Et là, justement, ils passent par l'intelligence artificielle. Alors, ils ne le font pas sur la partie visuelle ou sur la partie vidéo. Par contre, ils vont clairement le faire sur la partie titre et puis description. Et pour toi, l'IA, ça va transformer ton métier? C'est déjà en train de le faire? On en est où pour toi? Ouais, c'est une bonne question. Alors, je pense que nous, en tout cas, chez Torque, c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais je pense clairement que ça va arriver dans les très prochaines années. Alors, on mentionnait le cas du contenu. Donc, il est tout à fait possible que Torque y vienne. On va probablement, en tout cas, travailler avec l'intelligence artificielle pour créer nos futurs contenus. Ça, c'est un point. Et un autre exemple, on commence à en discuter, même si ce n'est pas encore implémenté, mais l'idée, ça va être d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire le ciblage de tout ce qui est campagne d'email marketing. Exemple, on va lancer un email marketing sur un produit spécifique et on va demander à l'IA quelle est la cible la plus appropriée pour ce type de campagne. Ouais, donc l'IA au service de la segmentation. De la segmentation, c'est ça. Ok. Après, éventuellement, il y a un petit cas sympathique dis-nous. qui a été développé en interne. Alors tout à l'heure, je mentionnais le fait qu'on fait du scrapping pour aller un peu checker nos contenus sur Internet. Alors ça, on le fait principalement pour contrôler les contenus sur les sites Internet de nos gros clients. Maintenant, on a de plus en plus de clients qui se lancent dans le digital, dans la partie e-commerce. Et là, par contre, on n'a pas d'outils qui permettent de faire le scrapping. Mais par contre, on a une collègue qui s'est dit, tiens, moi, j'ai aucune expérience en coding, en codage, mais ce que je vais faire, c'est que je vais demander à l'intelligence artificielle comment mettre un outil en place pour aller contrôler nos contenus chez ses petits clients. Et devine quoi? Elle a travaillé dessus pendant un mois, pas forcément à 100%. L'intelligence lui a recommandé le process, l'intelligence a codé pour elle, et maintenant, on a un petit outil en interne qui nous permet d'aller scraper des petits sites internet et savoir s'il y a bien le nombre d'images Torque dans les fiches produits, de chaque produit Torque. Très intéressant. Moi, j'aurais répondu sans interroger l'intelligence artificielle, d'aller regarder du côté des agents. Donc là, il y a OpenAI qui a sorti Operator il y a pas longtemps, qui sont justement des agents, donc des bots capables d'aller effectuer un certain nombre de tâches et de les interpréter. Donc typiquement, ça pourrait être un exemple de réponse, mais donc très preneur qu'on continue cette discussion après le podcast, parce que moi, c'est des sujets qui me passionnent et qui, je pense, en fait, sont en train de vraiment révolutionner la manière de faire du commerce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir un commerce qui est statique, un commerce qui est fait uniquement de manière manuelle, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est en train d'être... on est en train de tourner la page de ce commerce-là, de ce digital commerce. Et ce qu'on voit, c'est que
dans les opérations, dans la création de contenu, dans la manière d'optimiser pour aller chercher des points de conversion en plus. En fait, on a beaucoup d'outils à disposition, on a beaucoup de nouvelles manières de travailler et on n'est qu'au début. Donc nous, chez Auréa, on a mis en place des choses pour nous, pour aider nos équipes à mieux opérer, à être plus performants. On voit nos clients qui parfois ont mis en place également d'autres dispositifs, mais ce qu'on voit, c'est que tout le monde est en train d'avancer sur le sujet. Des plateformes comme Amazon, comme Shopify qui fourmillent d'idées et d'innovations, par exemple sur la partie créative, sur la partie image. Donc ce qu'on sent, c'est qu'il y a un gros mouvement de fond. On n'est pas du tout sur une hype ou sur quelque chose qui est juste passager. On est vraiment sur quelque chose de structurel. Donc moi, je suis convaincu qu'on est au début de l'histoire et il y a de très belles choses qui vont s'écrire. Alors moi, j'en suis convaincu également. Mais d'ailleurs, comme tu mentionnes la partie en tout cas contenu, je suis intéressé. Si on peut échanger à ce sujet, peut-être en off, on verra bien. Mais aujourd'hui, j'ai testé quelques outils de façon personnelle. Mais aujourd'hui, on a encore besoin de ce côté humain pour aller vérifier les contenus qui sont créés par l'IA. Alors, ce ne sera peut-être pas le cas demain ou dans les mois ou les années qui viennent. Mais si aujourd'hui, tu as en tout cas un outil performant que tu peux recommander, pourquoi pas en discuter? On verra. Pas aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose sans tomber dans les banalités, mais aujourd'hui, l'idée, c'est d'équiper les collaborateurs, c'est d'équiper les équipes en fait avec de l'IA pour leur faire gagner du temps, pour être plus efficace, pour être plus pertinent. L'idée n'est pas de remplacer. Et nous, on voit beaucoup de nos clients qui sont en train de s'équiper d'outils, d'experts, de choses du marché, mais également des choses très, très personnalisées pour aller résoudre des problèmes qu'ils avaient, qui prenaient beaucoup de temps, ou bien pour être plus efficaces sur des tâches qui sont des tâches assez importantes dans leur quotidien. Donc moi, c'est là où je vois le bénéfice de l'IA. Ah, je suis d'accord avec toi. Alors là, ça me fait rebondir un petit peu parce que je n'ai pas pensé tout à l'heure, mais on pense notamment à tout ce qui est compte-rendu. On va avoir des réunions sur Teams, et l'idée, si derrière on doit faire un compte-rendu manuel, ça prend du temps. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, mais par contre, aujourd'hui, l'IA est capable de le faire. Et en plus, elle est capable d'organiser l'information pour proposer un compte-rendu qui soit hyper pertinent. Exactement. Ça, merci Copilot. Merci Copilot. Voilà, ça fait clairement partie des outils qu'on utilise. On arrive à la dernière partie de notre podcast, notre échange, Stéphane. Moi, j'avais quelques questions un petit peu que j'ai pas eu le temps de te poser, que je m'étais noté ou que j'avais envie de te poser, mais tu parlais tout à l'heure de challenge. Moi, j'aimerais bien que tu nous redises un peu les principaux défis que vous avez rencontrés là, dans cette transformation digitale commerce que vous avez menée avec vos distributeurs en interne. C'est quoi les gros obstacles, les gros défis que vous avez rencontrés et quels conseils tu as envie de donner à des marques qui soit les ont pas encore rencontrés, soit qui sont en plein dedans. Je pense que ça peut être très utile. Écoute, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas tant que ça, mais parmi les principaux, alors c'est un peu ce que je mentionnais tout à l'heure, quand on parle notamment de partage de contenu, une des difficultés qu'on rencontre, c'est comment partager du contenu en masse. Parce qu'aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait, mais malheureusement manuellement. Nous, on a les technologies, on a l'expertise, on pensait que ça irait beaucoup plus vite, mais aujourd'hui, on n'est pas encore capable justement d'exporter de façon automatique. Donc ça fait partie des contraintes. Donc on le fait étape par étape, petit à petit. On forme en tout cas nos partenaires distributeurs aux outils de partage. On voit que ça se développe, on voit que ça s'améliore, mais ça prend du temps. Ça fait partie des contraintes. Ensuite, le deuxième challenge, en tout cas, même si on est vraiment sur une pente très positive, elle est liée au partage des datas. Parce que, comme je l'ai dit, on va mettre en place des activations, on va rediriger du trafic. Il est hyper important pour nous de savoir si derrière ça convertit, si ça performe ou pas. Et comment tu as fait pour débloquer justement ce partage de data qui n'est pas du tout automatique chez plein de distributeurs? Comment vous avez fait pour débloquer ça? Concrètement, pour moi, c'est de la collaboration. C'est vraiment la relation qu'on va être capable de développer avec notre partenaire. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça va faire au fil des années, au fil des mois, en le démontrant aussi à travers de nombreux cas pratiques. Mais il n'y a pas malheureusement une solution magique qui va dire voilà, grâce à cet outil, on va partager le data. Non, il n'y a pas une solution toute simple. Moi, je pense que c'est vraiment lié à la relation qu'on va développer avec le partenaire distributeur. Et malheureusement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. J'aurais adoré ça. Ou heureusement. Parmi les initiatives digital commerce que tu as menées,
c'est laquelle, celle dont tu es le plus fier? T'as pas le droit de me dire Salsify. Ah, j'ai pas le droit de te dire Salsify. Non, parce que tu me l'as déjà dit. Ah, compliqué. Donc, pas Salsify, pas Click to Buy non Voilà. plus, pas Media to Distributor. Qu'est-ce que je pourrais dire? Non, j'ai éventuellement quelque chose d'intéressant que je peux partager. Dis-moi. Alors, ça concerne un petit peu la solution Click to Buy, mais ce que j'aime, en tout cas, moi, j'aime beaucoup la partie opérationnelle. J'aime aller dans le détail et j'aime analyser les résultats. Et on a certains de nos partenaires qui sont clairement un peu réticents à l'idée d'intégrer tous nos contenus, parce que soit ils n'ont pas les ressources, soit ils n'ont pas le temps, soit ils n'ont juste pas envie de le faire, parce qu'ils ne voient pas forcément l'intérêt du contenu dans la stratégie digitale. Mais à travers les analyses de data que j'ai pu faire, j'ai pu prouver que chez certains fournisseurs, un produit était sous-vendu, ou en tout cas sous-performait par rapport à d'autres acteurs qui vendaient le même produit plus cher. Et en allant vraiment dans le détail, j'ai pu démontrer que cette sous-performance, elle était due au manque de contenu, ou à un contenu qui n'était pas adapté. Conséquence, quand on a présenté cet aspect aux distributeurs qui sous-performaient, on appelle ça en anglais le FOMO, le Fear of Missing Out. Tout à fait. Voilà. Et, il y a réellement un manque à gagner, et apparemment, ce manque à gagner, il est lié à mon contenu qui n'est pas qualitatif. Ce qui s'est passé au bout d'une semaine, le fournisseur, il a mis à jour tous ses contenus, il a été sur notre plateforme Salsify et il a téléchargé tous les contenus Torque. Donc, la preuve par l'exemple. La preuve par l'exemple. Donc, premier point positif, c'est que ce distributeur en question, il utilise notre contenu. Et deux, si on fait l'analyse ensuite sur 6 ou 7 mois, on s'est rendu compte que les performances de ces produits qui sous-performaient ont progressé, ont augmenté. Donc, vraiment, ça, c'est une grosse fierté personnelle. Et comme quoi, il ne faut jamais oublier le détail. Toujours aller dans le détail. Hyper important. J'ai une phrase, j'aime bien dire la tête dans les étoiles, mais les deux pieds dans la glaise. Voilà, il faut savoir rêver, mais il faut savoir être très opérationnel et être dans le concret, dans le quotidien. Merci pour le partage, Stéphane. Il y a une question qu'on pose à tous nos invités, que je pose à tous nos invités, qui est une question un peu perso, c'est pour donner à voir aussi à nos auditeurs. C'est quoi ta routine ou ton secret en fait pour atteindre tes objectifs pro, perso qu'est-ce que tu as mis en place pour j'imagine que ta vie doit être bien chargée. C'est quoi ton secret, Stéphane? Ouais, je peux partager mon secret, même si je pense que ce n'est pas un secret. Hein. Mais moi, vraiment, pour moi, l'idée, c'est déjà de simplifier les choses. Toujours essayer de simplifier, que ce soit dans la vie pro ou la vie perso. Et je le vois à chaque fois que je vais former, ou en tout cas que je vais partager mes connaissances auprès de mes collaborateurs, je vais toujours essayer de vulgariser, d'utiliser un vocabulaire qui est hyper simple. Ça permet justement de former les gens beaucoup plus rapidement. Après, je dirais quoi? Je dirais que être organisé, ça change tout. Ça permet de gagner du temps, ça permet d'être beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est un point que j'aime. Tu as un outil que tu utilises ou un truc en particulier qui pour être bien organisé qui... Non, tout est dans ma tête. Okay. Tout le plan, il est là, tout est formaté dans ma tête. Pas de to-do Non, il n'y a pas forcément de to-do, un petit peu, mais pas beaucoup. Sinon, je reste vraiment sur un petit peu à l'ancienne sur des tableaux Excel. Hein. Ok. Non, après, point hyper important, il faut toujours continuer d'apprendre, toujours être intéressé. Et c'est pour ça vraiment que j'aime la partie test and learn. Et ça me fait penser en fait à une émission que je regardais il n'y a pas très longtemps. Une philosophe intervenait et elle disait que ce qui est important dans la vie, c'est de savoir se satisfaire de ce que l'on a, mais par contre, il ne faut pas se satisfaire de ce que l'on est. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut continuer d'apprendre, il faut continuer de rencontrer, et il faut continuer d'échanger. Hyper important. Merci pour le conseil et pour le partage. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque invité, les réponses sont radicalement différentes. Donc, même si la question est simple, et c'est ça que j'aime bien. Donc, je pense que dans quelques épisodes, on va avoir une bible des bonnes pratiques et des bonnes idées de celles et ceux qui font le digital commerce. Et ça, ça a beaucoup de valeur. Dernière question, Stéphane, et après, je te libère. Si tu dois imaginer l'avenir du digital commerce dans 5, 10 ans, dans le secteur de l'hygiène, ou plus large, si tu préfères, ça donne quoi? Pour moi, clairement, ça donne une collaboration beaucoup plus importante entre les marques et les partenaires distributeurs, parce qu'il n'y a que via la collaboration qu'on va en fait créer ce système de win-win et qu'on pourra développer des ventes.
Et après, si on parle d'un outil, en tout cas, qui pourrait être pertinent dans l'avenir, je pense forcément à la solution Amazon qui est Subscribe and Save, parce qu'on est vraiment sur de la récurrence d'achat, de l'automatisation. Même si toi, tu n'en es pas convaincu, moi, je pense vraiment qu'on peut engager, je pense vraiment qu'on peut engager le client final sur ce type de service. Donc, un monde où il y a encore plus d'abonnements, encore plus de... Alors, pas forcément pour tout, mais en tout cas, pour tout ce qui est achat récurrent, je pense que ça fait du sens. Et qu'en tout cas, parce qu'au final, dans le monde du B2B, les personnes qui achètent nos produits, ça va être des acheteurs ou ça va être des personnes qui travaillent sur des fonctions de secrétariat. Et pour leur libérer du temps et leur permettre de se focaliser sur des tâches probablement plus importantes, plus intéressantes que passer un panier d'achat sur un site e-commerce, ces solutions elles permettent d'être plus efficaces. Le rendez-vous est pris pour dans 5 ans, Stéphane. On va voir si les boutons Subscribe and Save fleurissent. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir partagé avec nous les dessous de Torc et de l'omnicanalité chez Torc. J'espère que ça vous a plu et que ce podcast aura été intéressant. À très vite. Salut.